Il était une fois, dans la ville animée de Yaoundé, une femme immensément riche du nom de Mboma. Elle était l'une des figures les plus influentes du pays, un modèle de réussite et de prestige. Son immense domaine, avec ses portails dorés et ses sols en marbre importé, faisait l'envie de tous. Mais au-delà de sa richesse, Mboma possédait un trésor qu'elle chérissait plus que tout, son fils unique, Ekema. Dès sa naissance, Ekema fut couvert d'or et de soie. Son berceau venait d'Europe, ses vêtements étaient confectionnés par les meilleurs couturiers et il était entouré des professeurs les plus réputés. Si Ekema avait clamé la lune, Mboma aurait payé une équipe d'astronomes pour la lui décrocher. Dans cette dévotion excessive, une faille grandissait. La discipline était inexistante dans son éducation. Un jour, alors qu'Ekema avait 10 ans, il brisa la fenêtre du bureau du directeur après avoir été réprimandé pour être arrivé en retard. Lorsqu'elle apprit l'incident, Mboma fit irruption à l'école dans son luxueux SUV portant des lunettes de soleil plus coûteuses que le salaire annuel du directeur. « Mon fils doit avoir une raison valable », déclara-t-elle en s'excusant pour lui. Le directeur, soucieux, tenta de lui faire comprendre qu'Ekema avait besoin d'encadrement. « Vous êtes ici pour diriger une école, pas pour m'apprendre à être mère », répliqua-t-elle froidement avant de tourner les talons. Ce jour-là, Ekema comprit une chose essentielle. Peu importait ce qu'il faisait, sa mère le protégerait toujours des conséquences. Quelques années plus tard, un incident plus troublant se produisit. Un soir, alors que sa nourrice, Nongoïssa, l'aidait à se changer, Ekema eut un geste déplacé. Choquée, elle le gifla immédiatement et le mit en garde. Plutôt que de s'excuser, Ekema éclata en sanglots. Sa mère, alertée par ses pleurs, accourut et exigea des explications. Lorsque Ngoïssa raconta l'incident, Mboma, au lieu de réprimander son fils, gifla violemment la nourrice. « Comment oses-tu frapper mon fils? Tes seins sont-ils faits d'or » s'écria-t-elle. Ngoïssa, abasourdi, comprit que rien ni personne ne pouvait corriger Ekema. Mais elle avait une mère malade et des sœurs à nourrir. Alors elle resta en silence et endura les humiliations. Les années passèrent et d'autres nourrices vinrent et partirent, victimes de l'impunité du jeune homme. À 18 ans, Ekema menait une vie de débauche. Il possédait une collection de voitures de luxe, voyageait comme il le voulait et passait ses nuits dans les boîtes huppées de la ville. Lorsqu'il détruisit sa première voiture de sport dans un accident, il la remplaça aussitôt par un modèle plus ostentatoire. « C'est un garçon, il profite de sa jeunesse », disait Mboma à sa sœur Abena, qui s'inquiétait de la dérive de son neveu. Mais Mboma ne voyait aucun mal à ce que son fils dépense sans compter. Après tout, il hériterait un jour de toute sa fortune. Ekema devint un homme charmant mais cruel, séduisant des jeunes filles vulnérables pour les abandonner ensuite. Parmi elles, Esindi, une brillante étudiante issue d'une famille modeste, crut en ses promesses et se retrouva enceinte. Lorsqu'elle lui annonça la nouvelle, il éclata de rire et lui ordonna de se débarrasser de l'enfant. Bouleversée, elle confia son chagrin à son ami Gono, qui lui conseilla d'aller parler directement à Mboma. Forte de cette suggestion, Esindi se présenta devant le majestueux manoir, mais les gardes lui refusèrent l'entrée sans invitation. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle vit enfin Ma arriver dans son SUV de luxe. Elle saisit sa chance, s'approcha et implora qu'on la laisse parler à la maîtresse des lieux. Ma la considéra avec mépris. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'un ton glacial. Esindi, la voix tremblante, raconta son histoire, expliquant comment Ekema l'avait trompée avant de l'abandonner enceinte. Lorsque Esindi eut fini, Mboma resta silencieuse un instant, son expression indéchiffrable. Puis, un sourire narquois apparut sur son visage. « Tu crois être la première à venir ici avec cette histoire pathétique ?» dit-elle froidement. Esindi, la gorge serrée, peinait à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Madame, je vous dis la vérité. Je ne suis pas ici pour votre argent. Je veux juste qu'Ekema assume ses responsabilités, s'il vous plaît. Ma famille est pauvre et je ne peux pas élever cet enfant seul, implora-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Mboma ne l'écoutait pas. Elle plongea la main dans son sac et en sortit une liasse de billets qu'elle jeta au visage d'Esindi. « Prends ça et débarrasse-toi de cette chose dans ton ventre.
ordonna-t-elle sèchement avant de claquer des doigts. Aussitôt, 2 gardes de sécurité apparurent. Sortez cette fille de mon domaine, et si jamais elle remet les pieds ici, lâchez les chiens sur elle, ajouta Mboma d'un ton glacial. Et Cindy cria, tentant de résister, mais les gardes la saisirent brutalement et la traînèrent hors du manoir. Les grandes portes se refermèrent derrière elle, scellant son sort. Et Cindy comprit qu'elle était seule dans cette épreuve. De retour chez elle, elle retrouva son ami Ngono et lui raconta tout. « Je ne vais pas avorter », déclara-t-elle fermement. L'idée de risquer sa vie dans un avortement clandestin la terrifiait. Elle pensa à ses parents, qui avaient tout sacrifié pour lui payer des études. Elle ne pouvait pas les décevoir. Ngono la soutint. « Peu importe la décision que tu prendras, je serai là pour toi », lui assura-t-elle. Pendant ce temps, Ekema poursuivait sa vie de débauche sans remords. D'autres jeunes femmes se présentèrent à la porte du manoir de Mboma, affirmant être enceintes de lui. Mais cette fois, Mboma, fatiguée des scandales, se convainquit qu'il s'agissait de menteuses cherchant à lui extorquer de l'argent. Elle prit une décision radicale. Plus aucun centime ne serait donné à ces femmes. Un soir, alors qu'elle se reposait dans son salon, son chef de sécurité fit irruption, l'air paniqué. « Madame, une jeune femme est devant la grille, son corps est couvert de sang. » Mboma fronça les sourcils et ordonna qu'on la laisse entrer. Lorsqu'elle se retrouva face à la jeune femme en larmes, elle demanda sèchement « Que veux-tu » La jeune femme, qui s'appelait Uchi, éclata en sanglots. « Madame, votre fils m'a violée » réussit-elle à articuler entre 2 sanglots. Mboma regarda ses vêtements tachés de sang, puis leva les yeux vers elle avec dégoût. « Pourquoi t'es-tu mise dans cette situation ? Si tu étais restée chez toi avec ta famille, rien de tout cela ne serait arrivé, » rétorqua-t-elle durement. Uchi recula, choqué par ces paroles. Son visage se figea, tandis que Mboma poursuivait. « Est-ce que mon fils est le premier homme à abuser d'une femme ? Tu es pathétique. Va salir quelqu'un d'autre avec ton histoire, » cracha-t-elle avant de faire signe aux gardes de l'expulser du manoir. Mais cette fois, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Le lendemain matin, alors que Mboma s'apprêtait à quitter la maison pour se rendre à son bureau, un groupe de policiers fit irruption dans son domaine. Ils vinrent directement arrêter Ekema. « Que signifie cette intrusion » hurla Mboma. L'un des officiers lui répondit fermement « Votre fils est recherché pour viol. Nous avons reçu une plainte de mademoiselle Uchi. » Paniquée, Mboma tenta d'intervenir. Elle prit un officier à part et glissa une enveloppe épaisse dans sa main. « Dites-moi combien vous voulez. Je doublerai votre prix, même le triplerai, mais laissez mon fils partir, » murmura-t-elle. L'officier la regarda droit dans les yeux et sans un mot, lui passa les menottes. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de corruption, » annonça-t-il. Mboma n'en croyait pas ses oreilles. Elle appela toutes ses connaissances influentes, mais aucune ne put la sortir de ce pétrin. Assise dans la salle d'interrogatoire, elle sentit son estomac se nouer lorsqu'elle vit entrer une femme en uniforme au grade d'officier supérieur. C'était Ngoïssa, son ancienne nourrice. Les yeux froids et perçants, Ngoïssa s'approcha lentement et murmura « Vous vous souvenez de moi, Madame Mboma ? Vous rappelez-vous comment vous avez protégé votre fils chaque fois qu'il m'a agressé ? Comment vous m'avez giflé et traité d'insignifiante ? Eh bien, la vie nous ramène toujours à la case départ. » Mboma ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Ngoïssa posa un petit enregistreur sur la table et appuya sur lecture. La salle fut envahie par la voix paniquée de Mboma, enregistrée plus tôt. « Dites-moi combien vous voulez. Je doublerai votre prix. Même le triplerai, mais laissez mon fils partir. » L'écho de ses propres paroles résonna dans la pièce, scellant son sort. Uchi n'était pas une simple victime. Elle était la fille du puissant chef Oko, un homme influent qui, lui, connaissait la valeur de la justice. Et cette fois, ni l'argent ni le pouvoir de Mboma ne pourraient l'empêcher de tomber. Les journaux titrèrent l'affaire en une. Le fils d'une puissante femme d'affaires arrêté pour viol, sa mère inculpée pour corruption. Les investisseurs se retirèrent de son entreprise, ses parts chutèrent, et en quelques jours, tout son empire s'effondra. Ekema fut condamnée à 25 ans de prison. Mboma, quant à elle, reçut une peine de 10 ans pour obstruction à la justice
et corruption. Escortée hors de la salle d'audience en menottes, elle sentit le poids des regards méprisants du public. Ses vêtements de créateur et ses bijoux coûteux ne pouvaient plus la protéger du jugement du monde. 10 ans plus tard, Mboma sortit de prison. Brisée, amaigrie, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son manoir avait été saisi, son entreprise n'existait plus, sa richesse s'était envolée. Vagabondant dans les rues de Yaoundé, elle croisa des visages familiers, mais tous l'évitaient. Abena, sa sœur, accepta de l'héberger, mais la honte rongeait Mboma. Ekema, toujours en prison, purguait sa peine. Lorsqu'elle alla lui rendre visite, son cœur se brisa en voyant à quel point il avait changé. Ekema raconta à sa mère l'enfer qu'il avait vécu en prison. Pendant des années, il avait subi la brutalité de ses codétenus, la faim, l'humiliation et l'isolement. Il regrettait amèrement ses actions et souhaitait que Mboma les corrigeât bien plus tôt. Mboma, le cœur brisé, éclata en sanglots. Pour la première fois, mère et fils prenaient conscience des conséquences de leurs actes. Mais il était trop tard. Les dégâts étaient irréversibles. Ekema purgea le reste de sa peine et fut libéré à l'âge de 45 ans. En sortant de prison, il découvrit un monde complètement transformé. Yaoundé ne ressemblait plus à la ville qu'il avait quittée 25 ans plus tôt. Il était enfin libre, mais il n'avait plus rien. Il retourna chez sa mère, dans une petite maison en périphérie de la ville. Un contraste frappant avec le luxe dans lequel il avait grandi. Mboma, désormais âgé et affaibli, portait dans ses yeux un regret profond. Ils menèrent une vie discrète, loin des fastes du passé. Déterminé à reconstruire sa vie, Ekema se mit en quête d'un emploi. Mais son passé criminel le poursuivait comme une ombre. Partout où il allait, il essuyait des refus. Chaque employeur qui découvrait son casier judiciaire le rejetait immédiatement. Les semaines devinrent des mois. Désespéré, il erra dans les rues de Yaoundé, cherchant une opportunité. Un après-midi, alors que le soleil tapait fort, il tomba sur une affiche devant un immeuble moderne. Recherche agent d'entretien, postulé à l'accueil. Le désespoir le poussa à franchir les portes vitrées du bâtiment. À l'intérieur, le hall était éclatant, avec des sols en marbre qui reflétaient la lumière des lustres. Ekema se sentit mal à l'aise. Sa tenue usée et son visage marqué par les épreuves juraient avec l'élégance du lieu. Il s'approcha timidement de la réceptionniste. « Je viens postuler pour le poste de nettoyage », murmura-t-il. La jeune femme le scruta un instant avant de hocher la tête. « Prenez un siège. Un responsable va vous recevoir. » Quelques minutes plus tard, un homme d'âge mûr l'invita dans un petit bureau. « Nous avons besoin de nettoyeurs sérieux et honnêtes. Ce n'est pas un travail glamour, mais il est stable, » expliqua le manager. « Je le ferai. Je travaillerai plus dur que n'importe qui d'autre. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, » répondit Ekema d'un ton sincère. Le manager le fixa un instant avant de soupirer. « Vous commencez demain. » Pour la première fois depuis des années, Ekema sentit une lueur d'espoir. Ce qu'il ignorait, c'est que cette entreprise appartenait à Essindi, la femme qu'il avait abandonnée il y a 25 ans. Après la naissance de son fils, elle avait refusé de se laisser abattre par les difficultés. Elle avait travaillé sans relâche, jonglant entre plusieurs emplois et des études du soir. Son intelligence et sa détermination attirèrent l'attention d'un mentor qui finança son projet d'entreprise. Les années passèrent et sa société devint un empire prospère. Elle était aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes de Yaoundé. Son fils, Obina, avait grandi dans l'amour et la discipline. Et Cindy lui avait inculqué des valeurs solides et un profond respect des autres. Pendant ce temps, Ekema s'investit pleinement dans son travail de nettoyeur. Il lavait les sols, astiquait les vitres et transportait de lourdes charges sans se plaindre. Peu à peu, ses collègues remarquèrent son dévouement et commencèrent à lui témoigner de la gentillesse. Mais Ekema portait un poids invisible, la honte. Il évitait le regard des autres et accomplissait ses tâches en silence. Un jour, alors qu'il nettoyait un couloir exécutif, son regard tomba sur un grand portrait accroché au mur. Il s'immobilisa. C'était Essindi, vêtue d'un élégant tailleur, son regard confiant et autoritaire. À côté d'elle se tenait un jeune homme, grand et imposant. Obina. Ekema sentit son cœur s'emballer. Ce jeune homme d'environ 25 ans était son fils.
Son esprit revécut chaque parole cruelle qu'il avait dite à Esindi lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse. Il contempla le portrait, absorbé dans ses pensées, avant de terminer son travail et de rentrer chez lui, le cœur lourd. Pendant ce temps, Esindi continuait de diriger son entreprise avec sagesse et humilité. Obinna était devenu un homme éduqué, discipliné et bienveillant. Contrairement à son père, il avait grandi avec un profond sens des responsabilités. Un soir, alors qu'Esindi traversait les couloirs de son entreprise, elle aperçut un homme au loin. Quelque chose dans sa posture attira son attention. Il marchait d'un pas pesant, comme si le poids du monde pesait sur ses épaules. Elle s'approcha lentement. « Bonsoir », dit-elle. Ekema, sans lever la tête, répondit d'une voix faible, « Bonsoir, madame ». Ce timbre, Esindi eut un frisson. Son cœur manqua un battement. Elle fit un pas de plus et observa son visage. Malgré le temps et les épreuves, elle le reconnut immédiatement. « Ekema », murmura-t-elle, la voix tremblante. Il leva lentement les yeux. Leurs regards se croisèrent, figés dans le temps. Ekema tomba à genoux. « Je suis désolé, je suis tellement désolé, supplia-t-il, les larmes aux yeux. Esindi resta impassible. Après tout ce que tu m'as fait, après l'humiliation et l'abandon, te voilà ici, nettoyant les sols de mon entreprise. Il baissa la tête, honteux. J'ai payé pour mes erreurs. En prison, dans le rejet de la société. J'ai tout perdu, balbutia-t-il. Les yeux d'Esindi s'embuèrent, mais sa voix resta ferme. Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré en me demandant si j'avais fait le bon choix en gardant Obinna ? Demanda-t-elle, la gorge serrée. Malgré tout, j'ai survécu, et mon fils est devenu un homme bon, parce que j'ai refusé qu'il devienne comme toi. Ekema trembla. Est-ce qu'il sait pour moi ? Demanda-t-il d'une voix brisée. Non, répondit Esindi brusquement. Je ne voulais pas que ton ombre assombrisse sa vie. Elle soupira profondément avant de poursuivre. Tu peux continuer à travailler ici, mais tu resteras loin de mon fils. Comprends-tu ? Ekema hocha la tête. Oui, merci. Merci de me laisser une chance. Les semaines passèrent. Il respecta la consigne et travailla dur, évitant Obinna à tout prix. Mais au fond de lui, il espérait qu'un jour, Esindi révélerait enfin à leur fils la vérité. Puis, une nuit orageuse, alors que tout le personnel avait quitté l'immeuble, Obinna restait encore au bureau. La lumière de sa lampe illuminait son visage concentré tandis que la pluie battait contre les vitres. Pendant ce temps, Ekema, toujours au travail, s'affairait à nettoyer les étages du niveau exécutif. Son corps fatigué souffrait des années d'épreuves, mais il refusait de fléchir. Il avait remarqué qu'Obinna était resté tard, mais n'osait pas s'approcher de lui. Soudain, un bruit sourd retentit dans le couloir, suivi d'un gémissement étouffé. Ekema abandonna son balai et se précipita vers l'origine du bruit. En poussant la porte du bureau d'Obinna, il se figea. Obinna était effondré au sol, serrant son ventre, son visage pâle et couvert de sueur. « Monsieur, ça va ?» s'exclama Ekema en se précipitant à ses côtés. Obinna leva des yeux paniqués vers lui et murmura faiblement « Aidez-moi !» avant que son regard ne devienne vitreux. Sans hésiter, Ekema le porta tant bien que mal et le précipita hors du bureau. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, il fit tout pour qu'on prenne immédiatement en charge Obinna. Mais lorsqu'il arriva au comptoir d'admission, une infirmière lui demanda « Êtes-vous un membre de sa famille ?» Sans réfléchir, Ekema répondit « Oui, je suis son père. » L'infirmière lui lança un regard surpris avant d'ajouter « Votre fils souffre d'une insuffisance rénale aiguë. Il a besoin d'un donneur immédiatement. Êtes-vous prêt à être testé pour une greffe ? Faites-moi tous les tests que vous voulez. Je veux juste qu'il survive, répondit-il d'une voix tremblante. Pendant ce temps, Ekema essaya à plusieurs reprises d'appeler Esindi, mais aucun de ses appels ne passait. Il lui envoya des messages, des notes vocales, contacta même son assistante, mais aucune réponse. Les heures s'écoulèrent dans une angoisse insoutenable. Finalement, l'infirmière revint avec les résultats. Ekema était un donneur compatible. Il laissa échapper un souffle tremblant. « Prenez ce qu'il faut. Sauvez mon fils. » L'opération débuta sans attendre. Les chirurgiens travaillèrent avec précision pendant de longues heures. Lorsque tout fut terminé, père et fils furent transférés en salle de réveil. Ekema, encore faible, sentit une paix nouvelle l'envahir. Pour la première fois de sa vie, il avait fait quelque chose de bien. Le lendemain matin,
Et Cindy consulta enfin son téléphone et vit les dizaines d'appels manqués et de messages frénétiques d'Ekema. Son cœur se serra. Elle se précipita à l'hôpital, le souffle court. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle en panique. L'infirmière lui répondit doucement. « Votre fils a eu une insuffisance rénale, madame. Heureusement, son père était là et lui a donné un rein. Il lui a sauvé la vie. » Et Cindy sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle s'agrippa à la barrière du lit d'Obina pour ne pas tomber. « Où est-il » murmura-t-elle. L'infirmière désigna une autre chambre, juste en face. Et Cindy entra lentement. Ekema était allongé sur le lit, pâle mais paisible. Lorsqu'il ouvrit les yeux et vit Cindy, un faible sourire éclaira son visage. « Tu lui as sauvé la vie » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Je ne pouvais pas le laisser mourir. Il est mon fils. »« Notre fils » murmura Ekema. Les larmes qu'Cindy avait retenues pendant tant d'années commencèrent à couler. « Pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça après tout ce temps ?» Ekema prit une profonde inspiration. « Parce que je te dois tout. Je lui dois tout. Je ne mérite pas ton pardon, mais au moins, cette fois, j'ai fait quelque chose de bien. » Et Cindy s'assit à côté de lui, les épaules secouées par des sanglots silencieux. « Merci Ekema, tu as sauvé notre fils. » La convalescence d'Obina fut lente, mais il récupéra progressivement. Lorsqu'il apprit qui lui avait donné un rein, il fut bouleversé. « Tu as fait ça pour moi ?» demanda-t-il un après-midi. « Oui, fils, » répondit Ekema doucement, la voix chargée d'émotion. « Je suis tellement désolé, pour tout, pour ne pas avoir été là. Mais je suis fier de l'homme que tu es devenu. » Obina tendit la main et la serra dans celle de son père. « Merci pour ma vie. » Après sa guérison, Ekema reprit son travail dans l'entreprise, mais cette fois en tant qu'agent d'entretien. Il travailla dur, humblement, et Obina vint souvent le voir pour lui demander conseil. Et Cindy, de son côté, l'observait avec prudence. Elle voyait le changement en lui. Elle savait qu'il n'était plus l'homme arrogant et insouciant d'autrefois. Elle n'oubliait pas la souffrance qu'il lui avait causée. Mais elle ne laissait plus l'amertume dicter son avenir. Bien qu'ils ne se soient jamais remis ensemble, Ekema eut la chance d'être présent dans la vie de son fils. Et cela lui suffisait. Mboma, quant à elle, demanda pardon à Cindy pour tout ce qu'elle lui avait fait. Après un long moment d'hésitation, Cindy prit une décision douloureuse, pardonner. Elle ne voulait plus vivre avec la douleur. Elle savait que le pardon était la seule issue. La morale de cette histoire: la richesse, le pouvoir et le statut ne remplacent pas la discipline et la responsabilité. Protéger un enfant des conséquences de ses actes ne le protège pas vraiment, cela le détruit. Être parent, c'est aimer, mais aussi corriger. Car comme il est dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Faites ce qui est juste pour vos enfants aujourd'hui et vous en récolterez les bénéfices demain. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.